Alors, bonsoir à tout le monde, désolé du retard. Pas du retard, de l'interruption. Malheureusement, le lien a sauté pour une raison que j'ignore. Ça arrive souvent avec l'outil Facebook, je ne sais vraiment pas quel est le problème. Malheureusement, ça fait perdre une certaine audience. Mais bon, nous sommes obligés de nous plier à ces caprices de cette application. Donc là, l'invité est en train de terminer sa présentation. Nous allons le reprendre rapidement et continuer où nous nous étions arrêtés. Je vous invite à repartager cette nouvelle vidéo dans vos différentes stories et dans vos différents forums pour remettre tous ceux qui étaient là dans le bain. Donc, veuillez patienter quelques instants, on va reprendre l'invité et poursuivre. Allô, Doc. Oui, oui, nous Tu sommes de m'écoutes? nouveau connectés. Oui, Allô? oui, oui, je t'écoute très bien. Maintenant, c'est la connexion qui va commencer. Donc, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute très bien. Ah, ok. Tu peux encore parler, s'il te plaît. Ok, je vais essayer de reprendre où nous nous sommes arrêtés, où nous avons été malheureusement coupés par la connexion Pas le Internet. diable, pas le diable, pas le diable. C'est le diable qui m'empêche de progresser. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Et donc, je parlais de la prise en charge d'une occlusion intestinale aiguë qui ne présente pas de signe de gravité. Donc, en particulier, il s'agissait de la prise en charge d'une occlusion intestinale dans le cas d'une occlusion sur bride intestinale, sur bride intra-abdominale. Donc, je disais que c'était tout d'abord la mise à jeun, on ne boit plus, on ne mange plus, pour ne pas continuer à alimenter et à augmenter l'effet de trop-plein. Ensuite, on met en place une sonde nasogastrique pour essayer de vidanger le contenu de l'intestin. On donne des antidouleurs pour soulager le patient des douleurs abdominales qu'il présente. Et puis, on procède à des mesures d'hydratation intraveineuse pour combler les pertes du patient via les vomissements, la formation d'un troisième secteur sur lequel je ne m'étends pas, et aussi pour corriger les troubles ioniques que peuvent présenter les patients qui sont atteints par cette maladie-là. Et puis, bien sûr, puisque le patient a des vomissements, on donne des médicaments qui sont censés contrer les vomissements. Donc, ça, c'est globalement la prise en charge d'une occlusion intestinale qui est non compliquée, qui ne présente pas de signes de gravité. Ensuite, pour une occlusion intestinale qui présente des signes de gravité, je vais essayer de les rappeler. Donc, sur le plan clinique, c'est une occlusion intestinale avec laquelle le patient présente une défense au niveau abdominal, au niveau de ses paramètres vitaux, une défaillance, c'est-à-dire une hypotension artérielle avec une tachycardie, qui constitue, ce binôme-là constituant les signes de choc, ou encore des difficultés respiratoires avec une insuffisance respiratoire, etc. Sur le plan radiologique, les signes de gravité seront la présence d'une souffrance pariétale, la présence d'un pneumopéritoine qui signe une perforation intestinale, la présence d'un épanchement péritonéal qui peut aussi signer une souffrance de l'intestin ou bien encore sa perforation. Dans ce cas-là, la prise en charge est la même que celle de base, à laquelle se surajoutent des mesures spécifiques en fonction de la cause de l'occlusion intestinale. Donc, par exemple, si la cause de l'occlusion intestinale est une hernie étranglée, l'urgence consistera à à lever la strangulation de l'intestin par la hernie en agissant directement sur la hernie. Si la cause est un volvulus, l'urgence consistera à défaire le volvulus. Le volvulus signifie que les intestins se sont noués sur eux-mêmes. Donc, l'urgence consistera à défaire le volvulus.
Si l'origine de l'occlusion est un cancer qu'on découvre dans ce contexte d'urgence, la prise en charge est aussi tout à fait spécifique. Et donc là non plus, je ne rentre pas dans les détails, puisqu'il s'agit d'une toute autre pathologie qui est assez importante et dont la prise en charge obéit à des critères bien encadrés et aussi à la décision d'une consultation multidisciplinaire oncologique. Donc, voilà un peu brossé de façon tout à fait superficielle les éléments principaux de l'occlusion intestinale aiguë, tant depuis son diagnostic que depuis que jusqu'à sa prise en charge par les professionnels de la santé à l'hôpital, puisqu'il s'agit, je le rappelle, d'une urgence médicale et en particulier chirurgicale. Et donc, maintenant, on peut continuer la discussion en attendant que tout le monde se reconnecte et repose des questions, ou bien on peut directement répondre aux questions qui avaient été posées au préalable. C'est comme tu le souhaites, Dr. Puna. Bon, je vais d'abord essayer de faire un résumé en espérant que notre audience pourra se ramener un peu dans ce nouveau direct. Je t'ai dit, le diable nous traque là, c'est Inéo qui a frappé, j'ai plus d'électricité. C'est grave, c'est grave. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Donc, je reconnais ta brillance, même au fil des années, vraiment, je suis bluffé. Alors, je vais essayer de vous faire un résumé de ce qui a été dit par le docteur Chouassi. Il a commencé son propos. Déjà, il était question ce soir de parler de l'occlusion intestinale. En français simple, déjà, quand on dit occlu, vous voyez que c'est fermé quelque part. Et intestin, tout le monde connaît l'intestin. Donc, il a défini comme étant un arrêt complet ou partiel de l'acheminement des aliments de la bouche vers l'anus. Parce qu'en fait, dans l'occlusion intestinale, ça ne va plus de la bouche vers l'anus, mais ça peut aller en sens inverse. Mais il y a quand même occlusion. C'est-à-dire qu'il faut bien définir ce sens-là pour parler. Il a pris l'exemple de la tuyauterie dont je vais encore un peu parler tout à l'heure. Alors, il est rentré directement dans le vif du sujet en parlant des signes en rapport avec une occlusion intestinale. Il a sorti un terme clé, le carré de Mondor. Mondor, c'était quelqu'un qui avait décrit justement les signes et symptômes de l'occlusion intestinale. Le premier signe, il apparaît de l'arrêt des matières et des gaz, c'est-à-dire que le patient ne pète plus. Mais j'ai plutôt envie de parler de la douleur parce que jamais ne pète plus, mais il vous dit d'abord que donc j'ai mal. Mais bon, c'est lui le chirurgien. Arrêt de matière et des gaz. Les gaz, ils ne pètent plus. Les matières, il ne va plus à la selle. Alors, les vomissements, qui sont certainement liés au trop-plein, dont il a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dans les détails. Les vomissements, en première intention, il vomit ce qu'il a mangé. Ensuite, il commence à vomir de la bile, puis il va vomir le caca, comme Dr Boué nous disait souvent quand il nous enseignait. Donc, il va vomir quelque chose qu'il va sentir assez mal. Alors, il a également parlé du météorisme. Le météorisme, en fait, ici, il a illustré avec le ballonnement. Il a pris la tuyauterie, il y a un obstacle. Juste en amont de l'obstacle, l'eau ne fait que stagner, ça prend du volume, sauf que vous ne voyez pas les intestins à l'œil nu. Ce que vous voyez, c'est la paroi abdominale. Donc, vous allez voir le ventre qui prend considérablement du volume. Ça, c'est le troisième élément du carré de Mondor. Et enfin, le dernier, de last but not the least, la douleur abdominale. Le patient a extrêmement mal parce que justement, il y a cette distension des anses qui se met en place. Alors, il a parlé de l'examen physique. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments dont il a parlé de l'examen physique, mais je vais surtout parler de l'auscultation. Lorsque votre intestin fonctionne normalement, si vous prêtez attention, si vous prenez votre oreille, par exemple, vous mettez sur sur le ventre de votre frère ou de votre soeur, vous allez entendre des petits bruits qui sont liés en fait à l'acheminement du bol alimentaire. Au fur et à mesure, au cours de votre vie, les intestins ont des petites contractions qui tendent à faire évoluer le bol alimentaire de la bouche vers l'anus. Ça s'appelle le péristaltisme. Lorsqu'il y a donc un obstacle qui se met en place, ce péristaltisme-là s'accélère, ayant pour but de vaincre l'obstacle. Il a parlé de justement cette accélération-là. Je crois qu'on appelle souvent ça les borborygmes, c'est-à-dire que même sans poser la tête sur le ventre de la personne pour entendre comment le ventre parle. Voilà, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas dit que chaque fois que votre ventre parle, vous savez que vous avez une occlusion, mais généralement, lorsqu'une occlusion se met en place, les bruits pour chercher à vaincre l'obstacle, les contractions ne font qu'aller crescendo. Après que l'organisme essaie de vaincre l'obstacle avec ces bruits qui sont allés crescendo, ces contractions qui se sont accentuées, il va se fatiguer et on aura maintenant ce qu'on appelle un silence. Docteur Boué l'appelait ça silence sépulcral. Excusez-moi de trop le citer, c'est lui qui m'a appris l'occlusion intestinale. Donc, après avoir fait trop de bruit, on ne parle tout simplement plus. Vous mettez votre oreille sur le ventre de quelqu'un, vous n'entendez absolument plus rien. Il n'y a plus
il n'y a plus de péristaltisme. Alors, le docteur Chouas, il a dit, il y a des éléments à rechercher, c'est-à-dire après avoir posé toutes les questions, est-ce que vous avez mal, est-ce que vous faites encore les selles, il y a des antécédents particuliers à rechercher, notamment est-ce que vous avez été opéré ces derniers mois ou ces dernières années. C'est très important. Il a dit pourquoi par la suite. Alors, le docteur Chouas a également parlé des examens complémentaires. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, on passe une occlusion intestinale. On ne va pas forcément aller directement. On demande pourquoi je suis dans le noir. Je suis au Cameroun, c'est pour ça que je suis dans le noir. On ne va pas directement aller. Ah, la lumière revient. On ne va pas directement aller vous opérer. Il y a des examens, généralement, qu'on va faire pour savoir même si vous êtes opérable, quel est votre état. Oh, on a jubilé trop vite. Donc, il y a une prise de sang qui sera faite, comme le docteur Chouassi l'a dit. Il a refusé de citer les examens, mais en fait, ces examens ont pour but de savoir est-ce que vous êtes opérable, quel est votre état du point de vue des ions qui sont dans le corps, bref, tout ce type de choses. Est-ce que vous êtes déjà dans les formes compliquées? Est-ce qu'il y a une infection qui s'est mise en place? À côté de la prise de sang, il y a également des examens d'imagerie, ou alors un examen d'imagerie qui sera prescrit. Généralement, comme il a dit, l'examen de référence, c'est ce qu'on appelle le scanner abdominal avec injection de produit de contraste. Mais bêtement, on va vous faire un scanner si vous certains qui ont déjà vu une machine de scanner. Et le scanner a pour but déjà de confirmer l'occlusion. C'est vrai qu'on savait qu'il y a occlusion, mais c'est toujours bien d'un point de vue médico-légal de voir également qu'il y a occlusion intestinale. Surtout, faire le diagnostic de gravité, c'est-à-dire dire au chirurgien, est-ce que l'anse qui ne faisait qu'augmenter le calibre, est-ce que l'intestin qui augmentait le calibre a fini par craquer et s'est percé? C'est l'un des buts de l'imagerie. Est-ce que, par exemple, l'occlusion en question est due à une tumeur ou alors c'est peut-être une appendicite qui s'est compliquée? Donc, on va faire le diagnostic étiologique, c'est comme ça qu'on appelle ça, trouver la cause. Mais également, notre but, ce sera de guider la prise en charge à l'imagerie. Donc, ce qu'il faut faire, normalement, c'est un scanner abdominal avec injection de produit de contraste. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on appelle produit de contraste. Mais également, on peut faire une échographie abdominale dans l'urgence. Si je suis du côté d'un Jimon, par exemple, c'est dans le département du Noun. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un scanner là-bas. Bonsoir au radiologue Dr William. Son village, c'est un Jimon, justement. Peut-être qu'il va mettre un scanner là-bas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un scanner là-bas, mais je pense qu'il y a une échographie là-bas. Alors, on pourra faire une échographie et avec l'échographie, on pourra quand même objectiver qu'il y a des intestins qui sont de calibre augmenté et qu'à côté de ces intestins-là, il y en a ceux qui sont de calibre normal. Alors, si vous voyez un tuyau, vous ne voyez pas forcément toutes les parties du tuyau, mais vous voyez une section du tuyau qui est augmentée de calibre et une autre qui est diminuée et qui est de calibre normal. Ça veut dire que quelque part entre les deux, il y a un obstacle. Donc, l'échographie pourra déjà nous donner cette information et nous dire que voilà, il y a quelque chose il y a effectivement occlusion intestinale, il faut aller opérer. L'échographie également pourra nous dire si il y a déjà du jus dans le ventre. Bon, le jus, c'est ce qu'on appelle l'épanchement. Est-ce que l'eau s'est accumulée dans le ventre et si et ça. Donc, généralement, on va faire ça. Chez l'enfant, c'est surtout ça qui est recommandé avant d'aller au bloc parce que chez l'enfant, on évite de faire le scanner. Peut-être, je crois qu'il a dit dans la présentation, le scanner, ça envoie des rayons X. On veut éviter ce qu'on appelle les cancers radio-induits. Aujourd'hui, on vous a fait un scanner, ça peut vous donner un cancer dans 20 ans, dans 40 ans. On veut au maximum limiter ça chez les enfants. Alors, la prise en charge, le docteur l'a dit, c'est fonction des causes. Il a essayé de ressortir de façon très détaillée, j'ai bien apprécié, les deux catégories de causes qui peuvent donner une occlusion intestinale. La première grande catégorie, il a dit, c'était l'occlusion fonctionnelle. Fonctionnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas un obstacle réel. Du point de vue structural, il n'y a pas de problème qui empêche l'acheminement du bol alimentaire, mais c'est tout simplement lié au fait que les petites contractions dont on parlait tout à l'heure par rapport à l'intestin, on appelle ça la motilité intestinale, ce n'est plus effectif. Donc, l'un des exemples patents dont il a parlé, c'est le cas post-opératoire. Les personnes qu'on a déjà opérées, notamment les femmes qui ont déjà eu à bénéficier de chirurgie, vous allez vous remarquer qu'on vous dit ne mangez pas. On vous dit c'est quand vous allez commencer à avoir les gaz que vous pouvez commencer à manger parce que justement, il y a une loi qui dit en médecine que toute anse irritée arrête de fonctionner. Ça veut dire que si j'ouvre votre ventre, une fois que j'ai touché l'intestin, l'intestin dit tu m'as touché, je ne fonctionne plus. Donc il faudra attendre que ça reprenne de son activité. On peut également avoir le cas lors d'une infection intra-abdominale. Il a parlé de la péritonite tout à l'heure. Péritonite veut dire infection de tout le ventre, on va dire ça comme ça. Il y a également une loi qui dit que toute séreuse irritée, toute anse, toute séreuse au contact d'une musculature, je m'en vous dire avec les termes, toute musculature au contact d'une séreuse irritée reste figée. Il a parlé de ce qu'on appelle le ventre de bois. C'est-à-dire que la séreuse irritée ici, c'est ce qu'on appelle le péritone qui tapisse en fait l'intérieur du ventre. Dès que l'infection va se mettre en place, le péritone sera irrité.
Première réaction qu'il envoie, il dit à ses intestins, arrêtons de fonctionner. Deuxième information qu'il envoie, c'est aux muscles, ce qu'on appelle souvent les abdos. Il dit aux abdos, arrêtez, contractez-vous, pardon. Donc, la contracture dont il parlait là, c'est parce que la séreuse sera irritée. Bon, je suis trop entré dans les détails. Alors, il y a également l'élément, les éléments en rapport avec la paralysie de l'intestin vont rentrer dans ce qu'on appelle l'ileus intestinal. Donc, si vous entendez un jour le mot ileus intestinal, je crois qu'il y avait une question par rapport à ça. C'est lié justement au fait que l'intestin perd de sa motilité, il arrête de se contracter. Bon, ça c'est un cas particulier, mais le cas qu'on remarque le plus souvent et qui nous alerte surtout, c'est les occlusions mécaniques. Alors, dans l'occlusion mécanique, comme le docteur Chouassi l'a dit, on a un véritable obstacle à l'acheminement du bol alimentaire. Il a pris des exemples particuliers, mais je veux surtout revenir sur un exemple qui est surtout lié à la chirurgie, ce qu'on appelle les brides. Les brides, c'est des sortes de cicatrices. On a touché les intestins, on les a irrités, et il y a une sorte de cicatrisation qui se met en place. Le problème, c'est que je cicatrise à côté de toi. Le fait que je cicatrise à côté de toi fait en sorte que je peux me coller à toi. Quand je me colle à toi, on peut tellement se coller qu'on devient un peu, comment dire, ça s'attache, on va dire ça comme ça. Donc, si je reçois quelqu'un, si le docteur Chouassi, parce que moi je ne reçois pas généralement les gens, c'est lui qui m'envoie les gens. Si le docteur Chouassi reçoit quelqu'un qui est même dans le coma, je vais prendre le cas extrême, et qu'il voit le ventre qui a augmenté de taille, il va d'abord rechercher sur le ventre, est-ce qu'il y a une cicatrice de chirurgie? Lorsqu'il y a une cicatrice de chirurgie, il se dit déjà, tiens, si ce type a une cicatrice de chirurgie, certainement, il est en train de faire une occlusion subride. Donc, il a ressorti d'autres cas, tels que la compression extrinsèque, c'est-à-dire que avec le système de tuyauterie dont il a parlé, imaginez le tuyau d'arrosage qui passe au sol, je prends une pierre, je dépose sur le tuyau, ça ne passe plus. C'est une compression extrinsèque en rapport peut-être avec une masse à l'intérieur de l'abdomen. Il a également parlé des causes pariétales. Par exemple, les vieillots, bon, ça peut aussi arriver chez une personne moins vieille, mais généralement, c'est les vieillots qui font ça. Le cancer du côlon. Lorsqu'on a cancer du côlon, ça veut dire que le côlon, qui est le gros intestin, au niveau de sa paroi, ça commence à grossir. Ça grossit, et ça va obstruer partiellement ou totalement la lumière. On a également occlusion intestinale. Alors, il a pris le cas particulier de l'enfant qui peut présenter ce qu'on appelle l'invagination intestinale aiguë. Alors, c'est vraiment une hantise au niveau des pédiatres. Dès qu'ils reçoivent un enfant qui présente des selles sanguinolentes, ils nous envoient d'abord l'échographie. C'est-à-dire qu'ils préfèrent se tromper, on dépense 8 000 pour l'échographie pour rien, entre guillemets, mais au moins on est sûr qu'il n'y a pas d'invagination intestinale. C'est quoi l'invagination intestinale? Souvenez-vous, ou alors pensez à quand vous voulez porter la chaussette à un enfant. Vu que l'enfant, il a un peu du mal à être mobile dans tout ce que vous voulez, vous allez certainement enrouler la chaussette sur elle-même. Ce mouvement d'enrouler la chaussette sur elle-même, là, c'est exactement ce qui se passe dans l'imagination intestinale. L'intestin s'enroule sur lui-même et donc ça va créer cet obstacle-là, cette fermeture de la lumière de l'intestin et ça va faire une occlusion intestinale. Donc, l'enfant peut avoir des douleurs abdominales. Si c'est déjà un enfant qui parle, il va s'en plaindre. Mais un enfant qui ne parle pas encore comme un nourrisson, il va juste faire les selles, il va pleurer, il va faire des selles avec du sang à l'intérieur. Il faut rapidement aller à l'hôpital. Alors, le traitement, le docteur là également, si vous voulez, m'a ressorti les grands points. Il a parlé de la mise à jeun qui vont généralement faire à l'hôpital. On ne vous demande pas de retenir le traitement, c'est juste pour vous édifier un peu. La mise à jeun, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord dire à la personne de ne plus manger parce qu'il y a déjà un trop plein dans le ventre. Deuxièmement, il va chercher à vider le tube digestif en mettant ce qu'on appelle une sonde nasogastrique. Alors, nasogastrique, ça veut dire que ça passe par le nez et ça arrive dans l'estomac. Ça va donc vider l'intestin parce que l'intestin essaie de se vider, ça va vider le tube digestif. Le tube digestif essaie de se vider avec des efforts de vomissement. Mais déjà, c'est difficile, c'est désagréable, mais il y a risque d'inhalation. C'est-à-dire que lorsque l'aliment sort par l'œsophage, une partie peut rentrer par ce qu'on appelle la trachée. Ça va créer d'autres complications encore. Et avec l'avantage avec la sonde nasogastrique, c'est que entre l'œsophage et l'estomac, on a ce qu'on appelle le sphincter de l'œsophage, le cardia. Le cardia là reste toujours fermé. Or, avec la sonde, c'est un peu ouvert, on va dire ça comme ça. Donc, ça va passer facilement pour être évacué. Donc, il a parlé de d'autres mesures de traitement qui sont liées à la cause, notamment la chirurgie. On ne va pas revenir dessus. Alors, présentation et résumé fait. On va essayer de prendre les questions qui ont été posées en commentaire. Malheureusement, je ne sais pas si j'ai noté toutes les questions qui ont été posées dans le premier direct. Je n'y ai plus accès. Donc, est-ce que tu es avec moi? Je vais essayer de lire les questions. Et si tu es d'accord, on te supplie, tu vas nous apporter des réponses. Avec plaisir. Alors, la première question nous vient d'un infirmier, M. Bomba, qui aimerait savoir quelle est la différence entre une occlusion et une péritonite. La différence est assez simple et tient même dans
comment les mots sont composés. Donc, une péritonite est formée à partir du mot péritoine et du suffixe it. Donc, en médecine, lorsqu'il y a un suffixe en it, ça signifie qu'il y a une inflammation. Et donc, une péritonite, c'est une inflammation du péritoine. Le péritoine qui est la séreuse, cette sorte de membrane qui va tapisser quasiment tous les organes qui se trouvent à l'intérieur du ventre. Donc, une péritonite sera une inflammation de celle-ci, qui est qui est très souvent la conséquence, en fait, d'une inflammation ou d'une infection d'un organe dans le ventre. Donc, par exemple, une appendicite peut être compliquée d'une péritonite. Alors qu'une occlusion, comme on l'a défini en tout début, c'est vraiment l'interruption du passage des substances à l'intérieur du tube digestif, des substances alimentaires en particulier. Donc ça, c'est une occlusion. Une occlusion qui se complique de tous les symptômes qu'on a décrits, avec les éventuelles complications aussi qu'on peut constater par la suite. Merci, docteur. Je crois que c'est important de noter que l'un peut entraîner l'autre. La péritonite entraîne l'occlusion et vice-versa. Merci. Tout à fait. Je ne veux pas m'engager et risquer de me louper sur la formule que tu as développée tantôt, mais effectivement, au contact d'une séreuse inflammée, en l'occurrence la péritonite, les muscles, les muscles de l'intestin peuvent être paralysés et causer une occlusion de type fonctionnel ou bien un ileus intestinal. Merci beaucoup, Doc. Alors, la deuxième question nous vient de M. Karel Baraga, qui aimerait savoir quel est le risque si on ne traite pas une occlusion. Le risque est d'ordre vital parce qu'une occlusion intestinale est une urgence médicale et en particulier chirurgicale. Donc, pour essayer de m'étendre sur à quel point la situation peut se compliquer, donc, s'il y a cette accumulation de trop-plein à l'intérieur des intestins, donc, on a parlé d'abord des vomissements et du risque de fausse déglutition, en particulier chez la personne âgée. Donc, la personne âgée peut carrément se noyer dans ses vomissements puisqu'il y aura du contenu du tube digestif qui se retrouvera dans les poumons. Ensuite, il y a la formation de ce qu'on appelle les vomissements même peuvent causer une déshydratation importante chez le patient à cause du fait qu'il perd en fait des liquides via la bouche, non, via les vomissements. Non, cette déshydratation-là peut entraîner un dysfonctionnement de l'organisme en lui-même, pouvant conduire au décès. De plus, l'occlusion intestinale entraîne inévitablement la formation d'un troisième secteur. C'est-à-dire que le liquide peut s'accumuler dans la paroi, dans la cavité abdominale. Donc, c'est du liquide qui sera perdu pour le compartiment interstitiel et intravasculaire du patient. Donc, la déshydratation via les vomissements associés à la formation de ce troisième secteur-là peuvent causer de façon en synergie les troubles électrohydriques. Hydroélectrolytique. Tout à fait. Et donc, on peut avoir des troubles d'ions importants tels que le potassium qui est présent dans le corps de façon tout à fait normale et dans un intervalle assez restreint qui, lorsqu'il est perturbé, peut causer des anomalies du fonctionnement cardiaque. Donc, pour vous dire à quel point on peut aller très loin. Et puis, en fonction même de la cause de l'occlusion intestinale, donc, si on a par exemple une occlusion via un mécanisme de strangulation, l'intestin qui est étranglé a aussi sa vascularisation, c'est-à-dire les vaisseaux qui le nourrissent, l'artère qui le nourrit, qui est étranglée. Et non, si il est étranglé pendant une durée beaucoup trop longue, ce bout d'intestin-là peut finir par mourir. C'est ce qu'on appelle une nécrose intestinale. Dans un intestin qui se nécrose, ou même seulement qui est en souffrance, qui est l'étape avant la nécrose, peut se perforer. Il peut se perforer, donc on aura donc tout le contenu du tube digestif qui sera déversé directement dans le ventre, ce qui causera cette fois-là une péritonite. Donc, une fois pour rejoindre la première question, une occlusion aussi peut aboutir à une péritonite. En plus, il peut y avoir ce qu'on appelle une translocation bactérienne
Donc, la paroi du tube digestif étant fragilisée par ce mécanisme d'occlusion, les bactéries qui se trouvent dans la lumière du tube digestif peuvent être transloquées, peuvent traverser plus aisément la paroi intestinale pour se retrouver directement dans le sang et causer ce qu'on appelle une septicémie, c'est-à-dire la présence de bactéries dans le sang. Donc, tout cela pouvant aboutir à un choc, hypotension, tachycardie, c'est-à-dire l'incapacité de l'organisme, l'incapacité du système circulatoire, de l'appareil circulatoire à apporter de l'oxygène au corps, à l'ensemble des organes du corps humain. Donc, ce choc-là peut aboutir au décès. Donc, l'occlusion intestinale est un problème qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est une urgence médicale, en particulier chirurgicale, qui demande qu'on soit rapidement examiné par un médecin afin que les thérapeutiques soient rapidement mises en place. Merci beaucoup, Doc. Je crois que c'est assez clair. On a la première question du docteur Ronald Poung. Merci, docteur. S'il vous plaît, j'ai ma tante qui a fait l'occlusion jusqu'à on a coupé son intestin. Maintenant, elle chie seulement sur le ventre. Est-ce que c'est normal? Alors, je vais dire que je ne vais pas dire c'est normal puisque la normalité ne veut pas que les selles soient évacuées via le ventre. Mais dans un contexte d'occlusion, il y a des causes d'occlusion qui peuvent mener de façon malheureusement à ce que un segment d'intestin soit coupé. Ce qu'on appelle une résection intestinale. Et donc, lorsqu'on réalise une résection intestinale, c'est parce que l'intestin était tellement en souffrance, voire nécrosé, que une récupération de ce segment d'intestin était tout à fait impossible, inenvisageable. Donc, en l'occurrence, lorsqu'il y a une occlusion via un mécanisme de strangulation, comme j'ai expliqué il y a quelques instants, donc si ce segment d'intestin meurt, subit ce qu'on appelle une nécrose et devient non irrécupérable, l'urgence chirurgicale à cette fois-là réside dans le fait de sectionner ce segment d'intestin qui est nécrosé. Et donc, en fonction des conditions du milieu, on peut soit réaliser une anastomose des segments qui restent, ou bien faire aboucher ces segments à la peau, en formant ce qu'on appelle une iliostomie, si c'est un bout d'intestin grêle qu'on abouche à la peau, ou encore une colostomie, si c'est un bout de gros intestin qu'on abouche à la peau. Donc, dans l'idéal, ce type de solution n'est que temporaire pour envisager dans des conditions plus sereines une remise en continuité des segments qui avaient été abouchés à la peau. Donc, de façon tout à fait précise, on ne réalise pas une anastomose d'emblée lorsqu'on est dans un milieu hostile, c'est-à-dire lorsqu'il y a une péritonite étendue. Donc, par exemple, si l'occlusion était tellement grave qu'il y a une perforation et dont la présence de sel dans le ventre, on ne peut pas réaliser en espérant des chances de guérison optimale une anastomose directement et non de façon temporaire. On abouche l'intestin à la peau en formant une stomie et on prévoit plus tard, à distance, une remise en continuité. Donc, dans ce contexte-là, il est normal, entre guillemets, que la tante de celui qui a posé la question chie désormais par le ventre, via une poche, je l'espère. Mais si ce n'est pas via une poche et que c'est directement des selles qui s'écoulent de l'intérieur de son ventre jusqu'à la peau, alors il faut suspecter une fistule entérocutanée et non là, il faut se rendre à l'hôpital pour consulter un médecin afin que le nécessaire soit fait. Merci beaucoup, Doc. C'est limpide comme de l'eau de roche. Alors, le docteur Mpunga a une autre question. Donc, j'ai aussi mon petit frère. Depuis qu'il est petit, il fait caca, petit. Chaque temps, il était constipé et son ventre ne faisait que gonfler jusqu'à... Quand on a fait le scanner, on a dit qu'il y avait une partie de son intestin qui n'a pas grandi. C'est aussi l'occlusion. Merci pour les questions, docteur Ronald. Merci pour les questions. Ça, c'est un cas particulier d'occlusion sur ce qu'on appelle, ce qui peut être une atrésie d'une partie de l'intestin. C'est encore un domaine tout à fait spécialisé à nouveau qui appartient au domaine de la chirurgie pédiatrique. Donc, je ne pense pas que ici soit l'endroit idéal pour évoquer ce genre de sujet. Donc, effectivement, là, ça correspond au fait que
une partie du tube digestif ne se soit pas développée complètement pendant la vie fétale. Non, à la naissance, il y a un rétrécissement sur une partie du tube digestif qui fait que, de façon cyclique, les selles ont du mal à passer, cause donc tous les symptômes typiques d'une occlusion intestinale. Et lorsqu'il y a levée de l'occlusion, il y a donc à nouveau passage des selles de façon normale. Merci, Doc. Est-ce que la question du docteur Ronald Pou ne faisait pas ressortir la maladie de Hirschsprung? J'ai l'impression que c'était ça son but, le fait qu'il y ait des parties d'intestin qui ne soient pas animées de péristaltisme. Je ne sais pas. J'ai eu l'impression de comprendre ça. Je me suis référé à l'explication qui donne en disant que l'intestin n'a pas grandi. Donc, autant dans le Hirschsprung, là, il s'agit d'une pathologie qui affecte la façon dont est innervé l'intestin avec un problème au niveau de cette innervation-là qui fait que, voilà, on entre dans les explications compliquées. Et Auerbach. D'accord. Merci. Je crois que... Ah, il signale que il nous rassure que ça tente à la poche quand même. Il change même souvent ça. D'accord, merci beaucoup. Je t'écoute. S'il change souvent la poche, ça fait de lui un très bon neveu et chanceuse d'avoir quelqu'un comme lui dans sa famille. Il sera un bon chirurgien. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions laissées en live. Je ne sais pas s'il y en avait sur le live précédent. Peut-être si on en trouve, on va répondre en commentaire. Pour ceux qui vont se connecter en retard, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Alors, je vais passer la parole au doc pour le mot de fin et on va conclure. Mais avant que je ne lui passe la parole, je voudrais vous dire que lorsque je suis arrivé en première année, en 2016, c'est ce garçon que j'ai remarqué parce que j'ai malheureusement ou heureusement des propriétés sapiophiles. Ça veut dire que je vais toujours vers la personne la plus intelligente de ma promotion. Et j'étais allé vers lui et je ne regrette pas jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'est un médecin très brillant étudiant en médecine au Cameroun. Et je crois que même les Belges sont frustrés par son niveau. Donc merci d'avoir répondu présent ce soir. On espère que tu aménageras ton programme pour revenir quelquefois et même revenir au Cameroun pour nous faire profiter de ton expérience de chirurgien. Donc, je vais te passer la parole pour que tu nous passes un take-home message et nous allons arrêter le live. Mais je voudrais dire que c'était un honneur pour moi, un réel plaisir de participer à cette émission. Donc, pour l'auditoire, je tiens à préciser que Dr. Funa est un très bon ami, voire mon meilleur ami. Donc, je suis très fier de lui, de ce projet qu'il a élaboré, qui est à la fois destiné à la sensibilisation de la population, mais qui intervient de façon aussi pratique sur le terrain pour aider les couches les plus défavorisées. Bon, j'encourage toutes les personnes qui nous suivent à motiver, à encourager elles aussi, Dr. Puna dans son entreprise, qui est la création de cette association Maladie Médicale. Et puis, comme message par rapport à la présentation de ce soir, donc, je souhaite rappeler à quoi correspond une occlusion intestinale aiguë, c'est-à-dire l'arrêt du passage, l'interruption complète ou partielle du passage des substances le long du tube digestif, qui mène à des symptômes bien précis, des vomissements, l'arrêt de matière et de gaz, les douleurs abdominales et le ballonnement, qui doivent constituer des signes d'urgence, qui doivent nous alerter pour qu'on aille consulter le plus rapidement possible un médecin afin que soit établi le diagnostic et les mesures thérapeutiques nécessaires puisqu'il s'agit d'une urgence médicale et en particulier chirurgicale. Et pour conclure tout cela, heureusement que dans l'environnement camerounais, on a des médecins aussi brillants que Dr Puna qui est engagé dans un parcours de spécialisation en radiologie pour aider les individus, pour aider les patients à obtenir un diagnostic fiable et certain le plus rapidement possible. Donc, merci une fois de plus pour ton invitation, Dr Puna. Merci. Et j'espère aussi revenir très prochainement pour une nouvelle émission. Merci, Doc. Alors, j'aimerais préciser à tout le monde que les directs que nous faisons, malheureusement, Facebook les supprime au bout de 30 jours. Mais si vous allez sur notre page Facebook, Association Humanitaire Maladie Médicale, en abrégé H2M, vous allez retrouver les directs qui ont été faits par le passé, notamment le direct fait ce soir, je vais le poster là-bas. Donc, vous pourrez réviser. Depuis la création du Maladie Médicale le 22 novembre
en novembre 2022, pardon, vous pourrez voir les directs qui ont été faits jusque-là. Donc, je vous souhaite une agréable semaine et bonne soirée.